Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, rebonjour à celles et ceux qui étaient là ce matin. Je suis très heureuse d'ouvrir notre série de séminaires de ce semestre sur le droit international des régions avec l'une de mes collègues bien-aimées, Laurence Burgorg-Larsson, qui est professeure de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous connaissez certainement toutes et tous Laurence, mais je vais dire quelques mots sur elle. Elle est évidemment professeure, enseignante, chercheuse, mais elle a aussi exercé des fonctions consultatives et judiciaires comme membre respectivement de la Commission supérieure du Conseil d'État en France et de la Cour constitutionnelle de la Principauté d'Andorre. Alors, les recherches de Laurence Burgorg-Larsson portent principalement sur le droit international des droits de l'homme et notamment le droit régional, européen et comparé des droits de l'homme. Donc ça en faisait la personne par excellence à inviter dans ce séminaire. Et elle se livre depuis de nombreuses années maintenant à l'étude comparative de la jurisprudence des 3 cours régionales des droits de l'homme, qu'elle connaît parfaitement, ce qui est vraiment incroyable et tout à fait unique. La Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle a d'ailleurs publié un superbe ouvrage en 2020 qui s'appelle « Les 3 cours régionales des droits de l'homme in context, la justice qui n'allait pas de soi », un ouvrage qui a été traduit depuis en anglais et qui est primé. Et donc, je vous encourage vivement à lire si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, s'inscrivant précisément dans la continuité de ces axes de recherche privilégiés et de cet ouvrage, la conférence qu'elle nous propose cet après-midi porte, vous le voyez à l'écran, sur les approches régionales face au délitement démocratique vers un jus commune régional de défense d'un idéal universel. Très beau titre, très beau programme. En tout cas, un grand merci, chère Laurence, d'avoir accepté notre invitation à ouvrir ce séminaire sur le droit international des régions. Merci, à tout de suite. Merci. Merci encore à toi, Samantha, pour cette invitation qui m'honore. Je dois dire que je suis un petit peu intimidée aujourd'hui. Je vais essayer de démontrer à mes étudiants que je vais réussir quand même à assurer cette présentation. Délitement, déconsolidation, déclin, régression, récession, érosion. La richesse linguistique ne manque pas pour caractériser le paradigme politique contemporain, celui d'une impressionnante détérioration de la qualité de la gouvernance démocratique. Et toute la littérature en sciences sociales, plus particulièrement en sciences politiques, en sociologie, en histoire, en droit constitutionnel comparé, dès la fin des années 90 et surtout le milieu des années 2000, s'empare de la question pour la coupler avec les phénomènes miroirs de l'accroissement de l'autoritarisme, la réapparition du populisme et le surgissement de l'illibéralisme. Alors, les dates de publication des articles et ouvrages majeurs sur la question démontrent à quel point les chercheurs avaient vu venir les vents mauvais. L'analyste américain Fareed Zakaria est le premier à avoir identifié l'illibéralisme dans un article publié en 1997 dans Foreign Affairs. En 2013, le constitutionnaliste comparatiste David Landau, professeur en Floride, publie le très célèbre article sur le constitutionnalisme abusif, où il démontre, en prenant exemple de la Colombie d'Alvaro Uribe, le Venezuela d'Hugo Chavez, la Hongrie de Viktor Orban, la Turquie de Recep Erdogan, où il démontre le phénomène des manipulations constitutionnelles. En 2017, Yascha Mounk et Stéphane Foy, dans un très bon article publié au Journal of Democracy, démontrent, avec les outils, cette fois-ci de la science politique et de la sociologie, que la démocratie n'est pas la fin de l'histoire, n'est pas la fin de l'horizon politique, et qu'elle peut être parfaitement déconsolidée. Pire, que de nombreuses franges de population à travers le monde plébiscitent des régimes forts. Ces articles précurseurs sont le début d'une immense vague doctrinale incarnée par la suite par la publication d'ouvrages de référence. En 2017, Stephen Levensky et Daniel Ziblatt, dans leur ouvrage absolument magistral, percutant « Comment les démocraties meurent », expliquent qu'elles meurent aujourd'hui de plus en plus par les urnes. Après l'élection d'un leader, sur la base d'un vote relativement libre et non faussé,
ce leader élu, une fois élu, eh bien, déconstruit tout. Dans la foulée, le théoricien des idées Werner Müller, allemand, les historiens français Pascal Horry et Rosan Vallon, eh bien, avec la profondeur analytique de leur discipline, décortiquent la mécanique populiste sur le temps long. Évidemment, ils s'en inquiètent et ils identifient ce qu'ils appellent un populist turn, dont certaines spécificités sous-tendent totalement la déconsolidation démocratique. On pourra y revenir, si vous le voulez, lors de la discussion. Et voilà les images de ces ouvrages qui ont marqué la littérature et dont les auteurs ont été en quelque sorte, ni plus ni moins, des lanceurs d'alerte. Depuis ces articles et ouvrages pionniers qui ont ouvert la voie à de nombreux objets scientifiques de recherche, eh bien, le phénomène vertigineux de la dégradation démocratique ne cesse de continuer de nourrir les réflexions des chercheurs. En effet, le très prestigieux Oxford Handbook s'attelle, depuis quelques années, à analyser, avec des analyses extrêmement pointues, eh bien, et le populisme dès 2019, et puis beaucoup plus récemment, l'illibéralisme en 2024, sous d'ailleurs la direction d'une chercheuse française qui enseigne aux États-Unis. Alors, à ce stade, il est important de comprendre que ces auteurs, pour appréhender le phénomène de la déconsolidation démocratique, s'accordent tous, grosso modo, à une conception très singulière de la démocratie, celle qui a émergé après le tournant 45. En effet, un régime démocratique, c'est tout à la fois et premièrement le vote, libre et non faussé, mais également, depuis 1945, une fois un régime politique mis en place, eh bien, le respect de deux éléments majeurs, la séparation des pouvoirs pour mieux protéger l'indépendance de la justice et la protection des droits de la minorité, notamment par l'instauration de cours constitutionnelles. Il faut absolument éviter la tyrannie de la majorité au pouvoir. Et en droit international, cela correspond avec l'émergence du droit à la bonne gouvernance démocratique qui a marqué absolument toute la littérature internationaliste dans la continuité de l'article pionnier de Thomas Frank, publié en 1992. Et tous ces discours sur la gouvernance démocratique qui suivent l'article de Thomas Frank s'accordent sur le fait qu'aujourd'hui, le droit international n'est plus agnostique à l'endroit de la naissance des gouvernements. Il dépasse donc le silence de la Charte des Nations Unies sur la question en démontrant l'émergence d'un droit coutumier où, à l'exigence d'effectivité pour reconnaître un gouvernement, eh bien, s'ajoute celle de la légitimité incarnée par la tenue d'élections libres et non faussées et, si possible, aussi le respect des droits de l'homme. Et donc, c'est dans ce contexte que la littérature spécialisée, d'un côté, a décortiqué la matrice populiste qui sous-tend énormément le délitement démocratique, et de l'autre, mis en avant eh bien, les trois techniques majeures pour détruire de l'intérieur les fondamentaux démocratiques depuis le tournant 45. Et ces trois techniques sont les suivantes. Des manipulations constitutionnelles d'envergure, afin notamment de permettre le maintien au pouvoir du leader charismatique élu. Cela engendre notamment des redécoupes électorales importantes. La confiscation extrêmement rapide et très sophistiquée du pouvoir judiciaire par les exécutifs pour mieux détruire la séparation des pouvoirs. Et enfin, les atteintes à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté d'association de tout type d'opposants politiques, de toute personne qui n'est pas d'accord, des journalistes, des minorités, des universitaires, des ONG, des syndicalistes, etc., etc. Dans ce contexte, comment l'Organisation des États américains, le Conseil de l'Europe et l'Union africaine, trois organisations continentales de type intergouvernemental, font face à ce phénomène massif de délitement démocratique? Alors il va être intéressant de voir que bien que ces organisations aient été créées à des moments tout à fait différents, vous avez les dates ici, 48, 49, 2000, bien qu'elles aient été également le fruit de trajectoires historiques très spécifiques, la victoire du panaméricanisme sur le rêve bolivarien aux Amériques, la nécessité de s'opposer au communisme stalinien en Europe, la volonté de tourner la page de la lutte exclusive
exclusive contre la domination coloniale en 2000 pour l'Union africaine, ces 3 organisations intergouvernementales magnifient toutes la démocratie dans leur charte constitutive. Et ce faisant, si elles magnifient la démocratie dans leur charte constitutive, eh bien, comment appréhendent-elles le délitement démocratique? Ce sont les points élémentaires et importants qu'il faudra analyser. Et à ce stade, eh bien, une double précaution méthodologique. L'exclusion géographique du continent asiatique d'un côté et l'exclusion organique des organisations d'intégration économique de l'autre. Pourquoi cette double exclusion dans mon propos aujourd'hui? D'abord parce que je connais moins bien le continent asiatique que les 3 autres, mais surtout aussi parce que le continent asiatique, à travers l'ASEAN, n'a pas beaucoup de choses à dire sur la démocratie, valorise plutôt les valeurs singulières asiatiques et surtout n'a pas été créé de cours asiatique des droits de l'homme. Or, pour la comparaison qui va suivre, c'est très important. Pourquoi également avoir exclu des organisations d'intégration économique régionale? Alors, vous comprendrez qu'en 1 heure, ça aurait été difficile de les intégrer, mais surtout parce que la comparaison n'aurait pas été facile. Si les liaisons et les interactions sont très fortes entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, on ne peut pas dire la même chose de façon équivalente pour les organisations d'intégration économique africaines et l'Union africaine, et pour les organisations d'intégration économique latino-américaine et le système de l'OEA. Ce faisant, j'ai décidé de m'en tenir, et je vous assure, c'était déjà assez intéressant et important à l'analyse de ces 3 organisations intergouvernementales. Alors, dans ce contexte, revenons quand même aux professions de foi démocratique du Conseil de l'Europe, de l'Organisation des États américains et de l'Union africaine. Comment, à travers la fabrique de normes, la création d'institutions et la production de jurisprudence, comment ces 3 organisations intergouvernementales arrivent à appréhender le délitement démocratique. Et à la fin de mon intervention, j'essaierai de répondre au sous-titre qui concerne l'édification ou pas d'un ius commune régional. Passons au premier point, les normes. Tout d'abord, la défense de l'idéal démocratique par la fabrique de normes ad hoc est une spécificité latino-américaine et africaine. J'expliquerai peut-être tout à l'heure, dans le cadre des débats, pourquoi l'Europe n'a pas considéré opportun d'adopter une norme démocratique ad hoc, considérant que le statut du Conseil de l'Europe adopté en 1949 était suffisant en la matière. Donc au tournant des années 2000, soit une dizaine d'années après la guerre froide, d'un côté, et après la deuxième vague de constitutionnalisme libéral qui avait saisi l'Amérique latine et l'Afrique, eh bien, les approches de ces 2 continents sont identiques. Pourquoi ces normes ad hoc? Parce que les premiers signes du délitement démocratique apparaissent sur ces 2 continents. Du coup, l'Organisation des États américains opte, vous l'avez compris, pour un texte de soft law, la Charte démocratique interaméricaine, tandis que l'Union africaine décide, elle, d'opter pour un texte contraignant en 2007. Alors, avant de dire quelques mots sur les choix opérationnels de ces 2 textes, très intéressants, quelques mots sur les contextes politiques qui ont permis leur manifestation, leur création. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que c'est à la suite d'une crise absolument majeure au Pérou, en 2000, consécutive à la tentative d'Alberto Fujimori de manipuler une énième fois les règles constitutionnelles pour rester au pouvoir pour un 3e mandat, que dans le cadre d'un gouvernement qui s'est mis en place très vite de transition, que l'idée d'un texte réaffirmant l'importance de la protection de la démocratie représentative, qui est vraiment au cœur de l'Organisation des États américains, est mise à l'agenda de l'organisation continentale. Autrement dit, la crise péruvienne a servi très rapidement d'incitation normative vertueuse. Et pour une fois, et ça c'est très intéressant, les États-Unis n'ont pas été directement à la manœuvre. Et c'est le personnel démocratique, hors norme, du gouvernement péruvien de transition, sous la houlette de Javier Pérez de Cuellar, ancien secrétaire général quand même des Nations Unies, et de Diego García Zayan, qui était ministre de la Justice sous le gouvernement de transition et futur membre, c'est important, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme,
que c'est sous la houlette donc de leur leadership qu'ils décident d'utiliser avec dextérité, habileté, ce momentum politique, cette crise politique, pour en faire quelque chose de positif. C'était pour le Pérou réintégrer le concert des nations interaméricaines et c'était pour l'OEA manifester sa défense des valeurs démocratiques. En Afrique, l'adoption en 2007 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à Addis Abeba, sous les auspices donc de l'Union africaine, n'est pas la résultante d'un momentum critique comme en Amérique latine avec la crise péruvienne. Il est plutôt le fruit d'une très longue série de débats continentaux et d'initiatives politiques visant à améliorer la gouvernance démocratique. Et elle est tout à la fois, ce texte, cette charte, elle est tout à la fois la résultante d'une série d'instruments de soft law adoptés dès 1997 dans le cadre de coups d'État qui ont malmené le continent, et puis d'un traité adopté dans le cadre sous-régional, c'est la seule incise que je fais dans l'analyse comparée avec une intégration économique d'intégration régionale, la CEDEAO, qui, dès 2001, avait pris aussi à bras le corps la question démocratique. Et d'ailleurs, l'adoption du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance adopté dans le cadre de la CEDEAO a été adoptée en décembre 2001. La Charte démocratique interaméricaine a été adoptée en septembre 2001, c'est-à-dire il y a là une concordance temporelle entre les deux textes africains et interaméricains, une sorte de concordance normative transatlantique en quelque sorte. Alors, les contextes politiques rapidement présentés, que dit le fond de ces textes? Impossible ici évidemment de faire une analyse exégétique développée, mais l'analyse systémique, il y a beaucoup de différences, beaucoup de nuances, bien sûr, la précision technique démontre ça, mais si on prend du recul et si on opte pour une analyse systémique, on constate tout à la fois une concordance substantielle et une concordance opérationnelle. La concordance substantielle, et je vous demande vraiment d'être attentif, et c'est très important, c'est que la démocratie électorale, c'est-à-dire le vote, la première partie de la démocratie, n'est pas considérée comme suffisante et qu'elle est systématiquement reliée au respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire et au respect des droits civils et politiques d'une manière générale, et pour l'Amérique latine, au respect aussi des droits économiques, sociaux et culturels. Donc là, cette combinaison et cette valorisation de la démocratie dans toutes ses acceptions, telles qu'on l'a vu tout à l'heure dans toutes ses dimensions après 1945, est au cœur de ces deux textes. Du coup, ils sont tout à fait en mesure d'appréhender la question du délitement démocratique quand l'indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits fondamentaux sont mis à mal. Donc on a un sens substantiel à la démocratie qui se dégage de l'analyse de ces deux textes. Et puis ensuite, concordance opérationnelle très intéressante, puisque les deux textes mettent en place des mécanismes de défense collective de la démocratie. Alors, ils sont tantôt appelés altération constitutionnelle, rupture de l'ordre constitutionnel dans la charte démocratique, on parle plutôt de changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique. Seul le texte africain définit à l'article 23 ce qu'on peut entendre par un changement anticonstitutionnel de gouvernement. La définition n'est pas vraiment au cœur de la charte démocratique interaméricaine, mais on comprend que altération et rupture de l'ordre constitutionnel peut impliquer évidemment manipulation constitutionnelle en plus des coups d'État. Alors, cela étant dit, la défense opérationnelle de la démocratie se matérialise par des mécanismes très particuliers, où en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité peut intervenir, et en Amérique latine, toutes les instances de l'Organisation des États américains, pour en présence d'une altération constitutionnelle ou d'une rupture de l'ordre démocratique, lancer des pourparlers diplomatiques. Si les pourparlers diplomatiques échouent, alors, possibilité d'exclusion, comme le montrent par exemple les articles 20 et 21 de la Charte démocratique interaméricaine. Quelques mots maintenant sur les approches régionales en matière de création des institutions. Et ici, nous allons voir que deux grandes approches ont été suivies. La création d'institutions indépendantes, d'un côté, la création que j'ai appelée, il faudrait raffiner,
des institutions fonctionnelles de l'autre, autrement dit des institutions qui sont vraiment rattachées à l'organisation de rattachement, qui sont partie prenante de son organigramme et qui font partie de son fonctionnement interne. Alors, les institutions indépendantes. Il y a là une spécificité du continent européen qui a créé en 1990 la Commission pour la démocratie par le droit. Alors on doit cette commission à Antonio Lapergola, professeur de droit constitutionnel, membre du Conseil supérieur de la magistrature, membre de la Cour constitutionnelle italienne, puis parlementaire européen, un homme à la fois de droit et de politique, très habile. Et c'est grâce à sa diplomatie créative que la Commission de Venise a vu le jour au moyen d'une résolution du Comité des ministres du Conseil de l'Europe qui établit pour ce faire un accord partiel avec le Conseil de l'Europe pour assurer son indépendance. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'article d'Angelika Nussberger et de Julia Miklasova dans un ouvrage très intéressant explique à merveille l'évolution des méthodes de travail comme des objectifs du mandat de la Commission de Venise. À l'origine, le mandat de cet organe indépendant consultatif, c'est de faire de l'assistance constitutionnelle. La date est importante, 1990, la chute du mur. Les pays de l'Est veulent rentrer au sein du Conseil de l'Europe, mais il faut absolument qu'ils aient de nouvelles constitutions qui respectent les standards démocratiques du Conseil de l'Europe. Donc on va les aider. On va les aider. Cette commission est composée de professeurs, d'ombudsman, de juges constitutionnels, d'anciens juges nationaux, d'anciens juges européens, bref. Et le premier temps et le premier mandat de sa création, c'est vraiment assistance juridique, assistance constitutionnelle. Et pour cause, c'est l'âge d'or du constitutionnalisme libéral. Le droit comparé est la boîte à outils pour penser les nouvelles constitutions des pays de l'Est. Le principe, c'est le dialogue. La Commission de Venise n'impose rien. Elle émet des avis, elle publie des rapports, c'est l'art de la persuasion. Toutefois, les choses évoluent. Et entre 2000 et 2010, cet organe va faire évoluer ses méthodes de travail, prenant la mesure de la puissance de l'histoire, dans la construction des États et des spécificités de chaque pays. Évidemment, en plus, les premiers discours préoccupants voient le jour. On parle de démocratie souveraine. 2006, c'est l'idéologue du Kremlin, Surkov, qui publie un article très remarqué dès 2006 sur la question. Et puis arrive au pouvoir Viktor Orban en 2010 et en 2014, il prononce un discours très ambigu, très dangereux sur la nouvelle formule de la démocratie illibérale. Bref, la Commission de Venise comprend que les temps sont mauvais et du coup, elle opère sa mue. Elle s'assigne un nouvel objectif, la défense constitutionnelle, la défense de la démocratie libérale. Et sachez que si vous êtes curieux et que vous allez sur le site de la Commission de Venise, vous verrez la somme inouïe d'avis, de rapports à l'égard de tous ces États qui flirtent avec l'autoritarisme, le populisme et le libéralisme pour essayer de les garder dans le giron démocratique. Alors, il y a là vraiment une singularité européenne très forte où c'est au sein du Conseil de l'Europe qu'une institution entièrement indépendante a été créée pour défendre, dans un premier temps, promouvoir et ensuite défendre les idéaux démocratiques libéraux. Ensuite, il y a évidemment la technique à travers des institutions fonctionnelles. Et là, les institutions fonctionnelles, ce sont celles, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont rattachées au fonctionnement des organisations intergouvernementales. Elles peuvent être tantôt de nature intergouvernementale, tantôt de nature intégrée. Et là, ici, c'est l'Europe et l'Amérique qui se distinguent, l'Afrique, sur ce plan, n'ayant pas participé à cette ingénierie créatrice institutionnelle. Il est très intéressant de remarquer la création très récente du comité directeur sur la démocratie. Alors, un comité directeur dans le jargon du Conseil de l'Europe, c'est un organe subsidiaire créé par le comité des ministres, composé donc de représentants des États. Il n'est donc pas indépendant. Et sa création découle directement de l'invasion de l'Ukraine et de l'électrochoc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a engendré un sommet aussi
consécutif à cet électrochoc, le 4e sommet extraordinaire dans toute l'histoire du Conseil de l'Europe, le sommet de Reykjavik. Et ce sommet de Reykjavik a donné naissance à la déclaration de Reykjavik avec 4 axes thématiques. Et parmi un des axes, il y avait les principes de Reykjavik pour la démocratie. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter que là, il y a une ode dans ce texte à toutes les formes de démocratie, pas uniquement de la démocratie représentative, je dois le souligner, y compris participative et délibérative. C'est la petite touche spécifique du continent européen. Mais surtout, il est valorisé farouchement et la séparation des pouvoirs, et l'indépendance de la justice, et la protection de la liberté d'expression, autant d'éléments dont nous avons vu qu'ils sont directement attaqués par, pour aller vite, les États illibéraux autoritaires. Et donc, c'est dans la foulée de ces deux momentum que le comité directeur sur la démocratie vient d'être mis en place. Son premier mandat, vous l'avez compris, vient de débuter. Attendons de voir ce qu'il sera en mesure d'opérer. Il y a ensuite la technique là, des organes intégrés, c'est plutôt l'approche interaméricaine, où là les organes intégrés agissent vraiment pour l'organisation en tant que telle. Certains sont l'archétype de la gestion administrative, ce sont les secrétariats, il y en a 7 au sein de l'OEA, et il y en a un qui est entièrement dédié, depuis pratiquement les origines au renforcement de la démocratie. Et puis il y en a un autre qui s'appelle le comité juridique interaméricain, qui est à l'OEA ce que la Commission du droit international est à l'ONU, un organe d'expertise, de codification du droit interaméricain. Et ces deux instances ne cessent de travailler sur les questions, et j'ai découvert toute une littérature, notamment un auteur uruguayen qui a fait le point pour évaluer et synthétiser les multiples résolutions adoptées par le comité juridique interaméricain consacrées essentiellement à la défense de la démocratie. Autant d'éléments qui démontrent à quel point, eh bien, depuis les origines de la création de l'organisation panaméricaine, la démocratie représentative, ça c'est très important vraiment d'insister là-dessus, est au cœur du système. Mais il y a aussi des cours. Il y a aussi des cours, et les approches régionales se manifestent également par des jurisprudences très intéressantes. Alors, nous savons que dans le cadre de ces 3 organisations régionales que sont le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains et l'Union africaine, des cours ont été créés. Et la question ici se pose de savoir comment ces cours régionales ont été amenées à faire face au délitement démocratique. Comment ont-elles abordé ce phénomène alors qu'on vient de le voir, elles évoluent dans le cadre d'organisations intergouvernementales dont les textes constitutifs valorisent la démocratie et dont leurs textes aussi respectifs, en tout cas 2 d'entre eux, la Convention européenne et la Convention américaine, valorisent aussi la question démocratique. 4e alinéa du préambule de la Convention européenne et le fameux article 29D, un article absolument incroyable, de la Convention américaine des droits de l'homme. Et on va constater que les cours ont différents types d'atouts pour combattre les 3 éléments clés du délitement démocratique que je vous ai présentés au début de cette intervention, les fameuses manipulations constitutionnelles, les atteintes à la dépendance de la justice et les atteintes aux droits de l'homme, notamment à la liberté d'expression. Cela dit, il y a des singularités et il y a des convergences. La défense singulière est le cas des systèmes judiciaires africains et interaméricains, et la convergence globale se situe au niveau des 3 cours. En Afrique et en Amérique latine, effectivement, on constate une intrusion. Alors le mot intrusion est un peu péjoratif, je ne vais pas le reprendre, mais on constate le fait que ces cours se saisissent, c'est plus positif, se saisissent de la chose politique, se saisissent de la chose électorale. Comment ? Alors ici, une incise très importante. Si ces 2 cours, africaines et interaméricaines, ont toutes déployé une politique jurisprudentielle intrusive, audacieuse, à l'endroit de le champ politique comme tel, il faut y voir, bien évidemment, l'utilisation des normes sur la protection de la démocratie qui ont été adoptées dans le champ de leur organisation respective, la Charte démocratique interaméricaine et la Charte
africaine sur la bonne gouvernance. Dit autrement, la jurisprudence est le creuset des normes et leur donne vie au-delà du champ purement diplomatique. Et à la force des normes, il faut ajouter deux singularités propres au système interaméricain et africain. Pour le système interaméricain, l'importance de la fonction consultative de la Cour, qui est consacrée à l'article 64 de la Convention américaine, et pour le système africain, l'importance, l'ampleur inédite de la compétence rationnée matérielle de l'autre, consacrée à l'article 7 du protocole qui a créé la Cour africaine, le protocole dit de Ouagadougou. Et les manifestations de la radicalité, si on peut appeler comme ça, de l'approche afro-américaine, s'incarnent dans plusieurs avis consultatifs d'un côté et dans un arrêt emblématique de l'autre. Alors démarrons par les avis emblématiques consultatifs. D'abord, il faut souligner en 2 minutes que la fonction consultative de la Cour interaméricaine est hors norme. Elle ne ressemble en rien à ce qui existe et dans le champ africain et dans le champ européen. Premièrement, qu'on peut parler vraiment d'œuvres consultatives, tant les domaines, le mariage homosexuel, la liberté d'expression, l'environnement, les questions électorales, les domaines comme les résultats sont absolument impressionnants. Et surtout la quantité. Aujourd'hui, il y a 29 avis consultatifs qui ont été rendus par la Cour et on attend tous avec impatience l'avis sur le changement climatique. Donc, cette audace s'est manifestée, cette audace électorale, on va dire ça comme ça, dans 2 avis très importants. Dans l'avis numéro 26, elle a considéré qu'en dépit d'une dénonciation de la Convention américaine et en dépit d'une dénonciation de la Charte de l'Organisation des États américains, un État, au regard de l'importance de la Charte démocratique interaméricaine, au regard de l'importance de la démocratie représentative valorisée dans la Charte de l'OEA, eh bien, continuait d'avoir des obligations en matière de respect des droits de l'homme et de promotion de la démocratie. Étaient clairement dans le viseur le Venezuela et le Nicaragua. Elle a également démontré dans un 2e avis rendu en 2021, des avis qui sont présentés à la demande soit de la Commission interaméricaine, soit d'un État membre. Elle s'est à nouveau appuyée sur la Charte démocratique interaméricaine, combinée avec les dispositions de la Charte de l'OEA, qui se réfère à la démocratie. Elle a estimé, vous êtes bien assis, que la figure de la réélection présidentielle indéfinie dans les systèmes présidentiels en Amérique latine était contraire au principe sous-tendu par la démocratie représentative. Pourquoi ? Elle a considéré que l'absence de limitation d'un mandat présidentiel impliquait beaucoup trop de risques de concentration de pouvoir et constituait une entrave à l'alternance démocratique. Et à l'inverse, elle a considéré que la limitation des mandats permet au contraire de protéger les pays contre les dérives autoritaires et permet la préservation de l'intégrité des institutions démocratiques. Une cour régionale par la voie consultative. Alors on pourrait se dire, mais les États ne vont pas respecter. Pas si sûr. Figurez-vous que dans un arrêt du tribunal constitutionnel bolivien du 28 décembre 2023, eh bien, le tribunal bolivien a pris expressis verbis en considération, autrement dit au sérieux, l'avis sur l'interdiction de la réélection présidentielle indéfinie, sur la base, on pourra y revenir dans le débat de la théorie, la fameuse théorie du contrôle de conventionnalité. Ce faisant, le tribunal constitutionnel bolivien a opéré un virement de jurisprudence, considéré que les avis de la Cour interaméricaine étaient contraignants, même s'il ne s'agissait que d'avis, et a empêché Evo Morales de se présenter pour la 4e fois, alors qu'Evo Morales était un grand connaisseur de la technique des manipulations constitutionnelles. Et ensuite, évidemment, les standards posés à l'échelle interaméricaine migrent vers l'échelle contentieuse. Et dans 2 arrêts très récents, eh bien, elle vient confirmer au contentieux ce qu'elle a dit dans le cadre consultatif. Alors, en 2001, je m'étais un peu permise, dans le cadre d'un numéro spécial coordonné par le professeur brésilien Lucas Carlos Lima, dans un numéro spécial consacré à l'avis numéro 26, avec d'autres amis, Luca Ligzinski notamment. On avait analysé cet avis numéro 26, et pour ma part,
j'avais émis, en analysant vraiment la manière dont la Cour raisonnait, l'idée de l'émergence d'un principe pro-democratiae. Après le fameux principe pro-personae, tant chéri par la Cour interaméricaine, je m'étais posé la question. Et alors, ce qui est quand même agréable de voir, c'est que dans la vie, dans un arrêt récent que je viens de mentionner, l'arrêt Capriles, au paragraphe 95, eh bien, qu'est-ce que l'on constate? Que la Cour nous dit que le principe démocratique inspire, irradie, guide, donc de manière transversale, l'interprétation et l'application de la Convention américaine. Donc oui, je pense qu'un principe pro-democratiae, des clauses de la Convention américaine, est vraiment en marche. Alors, s'agissant de la Cour africaine, on est également dans cette approche extrêmement compréhensive et audacieuse de la chose électorale. Et tout a découlé d'un arrêt très important, l'Association de protection des droits de l'homme contre Côte d'Ivoire, 2016, qui, par le biais d'une interprétation qui n'est pas exagérée, qui ne fait qu'appliquer les textes africains, c'est-à-dire appliquer la compétence rationnée matérielle exceptionnellement large de la Cour africaine, hein, puisqu'on voit qu'elle est en mesure non seulement d'interpréter et d'appliquer la Charte africaine des droits de l'homme, mais aussi tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme. Elle a considéré, dans cet arrêt de 2016, que la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, mais aussi la Charte de la CEDEAO sur la démocratie, étaient des instruments de protection des droits de l'homme, après une analyse exégétique très fine, puisque ces textes considèrent que la démocratie, c'est aussi le respect des droits, et que les droits étaient énumérés. Et donc, à partir de cet arrêt fondateur, la Cour africaine a contrôlé la composition des commissions électorales. La Cour africaine a contrôlé les modalités d'adoption des nouvelles constitutions, qui étaient très souvent en totale contrariété avec les règles constitutionnelles préétablies. La Cour africaine a examiné la non-mise en œuvre de dispositions constitutionnelles ayant pour objet de créer des cours constitutionnels. Je pense à l'arrêt Ibrahim Belghit contre Tunisie de 2022. Donc, la Cour africaine s'est transformée au fil des affaires, pour reprendre l'expression notamment de Adem Adébé, eh bien, en super cour constitutionnelle continentale, une analyse confirmée par un très jeune doctorant brillant qui termine sa thèse et qui vient de publier un article à la Revue française de droit constitutionnel. Donc, l'immixtion, ou en tout cas la capacité, l'immixtion est toujours, je reviens, c'est pas le bon mot, c'est trop péjoratif, mais la capacité offerte par les textes, les normes africaines et interaméricaines, la capacité que ces normes donnent aux cours africaine et interaméricaine d'intégrer la chose électorale est vraiment une singularité de ces deux continents. L'Europe, je n'ai pas le temps de développer, pour sa part, a toujours été différente sur les questions électorales et politiques, et qu'elle n'a jamais abordé en tant que telle les manipulations constitutionnelles. C'est revenu à la Commission de Venise. Donc elle est différente classiquement sur les questions électorales et politiques, et en plus, peut-être répartition des rôles, la Commission de Venise se charge d'évaluer la pertinence l'impertinence plutôt des manipulations constitutionnelles, si je peux m'exprimer ainsi. En revanche, les trois cours se rejoignent sur l'indépendance, la défense de l'indépendance de la justice et sur la défense de la liberté d'expression, très souvent associée avec la liberté d'association. Dans le cadre des atteintes continues à l'indépendance de la justice, la question s'est posée de savoir s'il était possible d'inférer du droit d'accès au juge un droit subjectif de celui-ci à voir garanti son indépendance par son propre État. Alors une telle problématique a nécessité en Amérique et en Europe de l'audace prétorienne, alors qu'elle n'a nécessité aucune audace en Afrique parce que tout était déjà inscrit dans le texte de la Charte africaine, l'article 26 de la Charte africaine permettant à la Cour de simplement le mettre en œuvre. Création prétorienne d'un côté, plus-value textuelle de l'autre. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le contentieux de la destitution des juges
Et d'une manière générale, écoutez bien parce que ça résonne avec ce qu'on voit en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique, la destitution des fonctionnaires a pris part pour la première fois sur le continent américain. Et c'est donc la Cour de San José, la Cour interaméricaine, qui a été confrontée la première à cette question. Comment faire pour aborder ces destitutions massives de juges, pour les remplacer et mettre des juges qui ne sont plus indépendants. Alors elle a inféré des articles 8 et 25 de la Convention américaine qui consacrent respectivement le droit au juge d'un côté et le droit au recours de l'autre, eh bien un droit subjectif du juge à avoir son indépendance garantie. Et ces deux arrêts sont emblématiques en la matière. Et il faut savoir que c'était des juges constitutionnels et suprêmes destitués qui sont venus demander à la Cour interaméricaine de l'aide. C'est assez intéressant ici. En Europe, le délitement démocratique est apparu pour la première fois de façon absolument flagrante sur la scène judiciaire dans l'arrêt Baca contre Hongrie, où pour la première fois nous voyons les manipulations extrêmement sophistiquées du gouvernement Orban qui fait adopter une loi ad nominem de nature constitutionnelle pour éradiquer András Baka de la présidence de la Cour suprême, parce qu'András Baka le dérange, il est trop indépendant. Donc ça, pour les spécialistes des contentieux des droits de l'homme, on voyait vraiment bien venir le délitement démocratique. Et à la suite du contentieux hongrois, évidemment, c'est tout le contentieux polonais qui a démontré aussi les manœuvres du gouvernement Parti droit et justice, quand il était encore au pouvoir, pour mettre sous cloche le système judiciaire polonais. Comment la Cour européenne a été amenée à aborder ces atteintes à l'indépendance judiciaire? Eh bien, en étant créative. Elle a été créative dans l'arrêt Gudmundur Astroasson contre Irlande en 2020, où elle a inféré de l'article 6, paragraphe 1, et de la notion de tribunal établi par la loi, la nécessité de mettre en place un processus de nomination des juges qui respecte absolument les principes conformes à l'état de droit. Et c'est comme ça, grâce à l'arrêt Gudmundur Astroasson, qu'elle a pu ensuite avoir les armes jurisprudentielles pour mieux condamner la Pologne et toutes les forfaitures mises en place par l'exécutif polonais pour mettre sous son joug l'indépendance judiciaire. Et là encore, ce que je veux dire, c'est qu'il est très important de mentionner la synergie entre les normes, les institutions, au sein de la jurisprudence. Il faut savoir que dans le contentieux latino-américain de destitution des juges, la Charte démocratique interaméricaine a constamment été mobilisée, comme l'article 29D, comme les dispositions de la Charte de l'OEA qui mentionnent la démocratie représentative. S'agissant des affaires européennes, qu'est-ce qui a été mentionné? La Commission de Venise, les avis de la Commission de Venise qui apparaissent de façon majeure dans l'arrêt Baca, qui apparaissent de façon majeure dans le contentieux polonais, notamment l'arrêt Grèce A contre Pologne, l'arrêt de Grande Chambre de 2022. Donc vous voyez ici, il y a une synergie vertueuse entre les normes au sein de la jurisprudence. Alors pour l'Afrique, eh bien, on a une plus-value textuelle qui n'a pas engendré de nécessité de création prétorienne, c'est l'article 26. L'article 26 qui est très clair, qui impose aux États d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et donc à partir de là, la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme a été impressionnante et a très bien mis au jour, eh bien, dans plusieurs affaires béninoises, mais pas uniquement, où le gouvernement autoritaire de Patrice Talon a exactement utilisé les mêmes techniques que le gouvernement polonais, que le gouvernement hongrois, c'est-à-dire la diffusion des techniques pour mettre sous cloche l'indépendance judiciaire. Et donc, dans ces affaires-là, l'indépendance a été absolument et personnelle et organique, a été très très bien développée par la Cour africaine pour imposer des obligations positives aux États africains qui découlent de l'article 26. S'agissant du deuxième aspect de la nécessité de protéger la liberté d'expression, on voit à nouveau ici une différence, mais subtile. Les trois cours, évidemment, disposent de clauses qui protègent la liberté d'expression.
Article 9 de la Charte africaine, 13 de la Convention américaine, 10 de la Convention européenne. Si vous avez la curiosité d'aller regarder, elles sont très différentes. Laconisme africain contre pointillisme latino-américain. L'article 13 est très long, l'article 9 fait 2 lignes. Peu importe, le droit, la liberté d'expression est consacré. Ce qui est très intéressant, c'est que les 2 cours sont absolument alignés, les 3 cours, pardon, pour dire que la liberté d'expression, c'est le fondement des régimes démocratiques. Quand on commence à toucher à la liberté d'expression, à mettre en prison indûment ceux qui ont la parole libre, alors ça ne va plus. Donc là, le standard est absolument convergent, surtout le décloisonnement, c'est-à-dire l'utilisation des sources extérieures des unes et des autres, marche à plein, puisque très souvent, on constate que la Cour interaméricaine cite des arrêts de la Cour européenne, et inversement. Pareil pour la Cour africaine. Donc là, elles sont en totale harmonie, elles sont sur la même longueur d'onde, le standard est le même. Il y a une spécificité européenne en ce sens que le texte européen dispose d'une disposition, l'article 18, qui est resté longtemps totalement en sommeil, qui était vraiment pas connue, qu'on a appelée, qui s'est appelée la clause dite anti-détournement de pouvoir, et qui a pour objet d'éviter qu'une restriction à un droit a comme fondement, en fait, un but qui ne soit pas conventionnel. D'accord ? Ça, c'est très intéressant. Cette clause n'est pas autonome. Elle doit constamment être articulée avec des dispositions substantielles. Quand un opposant est arbitrairement détenu, parce qu'on va le faire taire, alors il faut combiner 5 et 18 de la Convention européenne. Quand un journaliste ou un universitaire s'exprime un peu trop, alors il faut combiner 18 avec l'article 10. D'accord ? Et ce qui est assez désespérant, c'est de voir que la mécanique est toujours la même, que les usual suspects sont toujours les mêmes. Géorgie, Russie, quand la Russie était encore dans le système, Azerbaïdjan, Turquie. Vous avez là, parmi ces requérants, des anciens présidents et puis des opposants. On sait ce qu'ils sont devenus. Navalny est mort et Kavala a été condamné, défenseur des droits de l'environnement, a été condamné à la prison à perpétuité. Et la mécanique est toujours pareille. Invoquer la restriction au droit, a priori légitime, pour enfermer, arrêter arbitrairement, condamner à perpétuité ou éliminer physiquement. Alors quand la Cour européenne dévoile dans certaines affaires la violation de l'article 18, je peux vous dire que l'auditoire qui lit ces arrêts comprend que l'État n'est plus du tout démocratique. Ius commune, alors au terme de cette incursion dans les normes, les institutions et la jurisprudence, peut-on considérer qu'un ius commune régional se dégage pour défendre cet idéal démocratique universel? Vous l'avez vu, je pense qu'en dépit des singularités mises en avant dans chacun des points examinés, il ressort quand même de l'analyse que chaque organisation régionale assume l'idée que la démocratie représentative, incarnée par le vote, si elle est nécessaire, n'est pas suffisante. Et qu'il faut, en plus de la substance, et cette substance, c'est l'indépendance de la justice, et donc la séparation des pouvoirs, mais aussi, bien sûr, la protection des droits de la minorité, par la création de cours constitutionnels, qui sont autant de contre-pouvoirs. Bref, la démocratie ne peut pas être un trompe-l'œil, aussi beau soit-il. Comme chaque organisation régionale est le fruit de trajectoires très spécifiques, les manifestations juridiques, on l'a vu, de la défense de cet idéal démocratique sont bien évidemment très différentes. Mais il n'empêche, les 3 continents, les 3 organisations régionales analysées, avec leurs spécificités, ont démontré qu'elles étaient armées par le droit pour prendre à bras le corps la perversion interne des soubassements démocratiques. Alors, à ce stade, il est néanmoins fondamental de s'interroger sur la sidération actuelle qui nous saisit tous et sur l'avenir. La rupture historique, guerre froide, fin de la guerre froide, qui a été érigée en sorte de bascule analytique, pivot, par la majorité des auteurs, à partir de l'article
clé, phare, iconique de Thomas Frank, en 1992, a rendu le concept de démocratie libérale inaltérable, indépassable, indestructible dans la pensée de nombreux intellectuels, acteurs politiques, citoyens, puisque d'aucuns, vous le savez, avaient même pensé qu'il s'agissait là de la fin de l'histoire. Ce récit progressiste qui s'est développé est certainement en partie à l'origine de la sidération totale de certains. De nombreuses personnes qui n'avaient absolument pas pensé, ni même envisagé, une bascule politique radicale en sens inverse, où la démocratie serait attaquée par ceux-là même qui se sont retrouvés au pouvoir à la suite d'un processus électoral libre et non faussé. Partant, une des grandes leçons de l'histoire du milieu du XXe siècle a été oubliée, enfouie dans les consciences, à savoir l'arrivée au pouvoir d'un certain Adolf Hitler par les urnes. Du coup, les espoirs nés de l'édification de cet ordre international d'après-guerre, ayant pour objet de miser sur la coopération internationale afin d'étouffer tous les délires nationalistes, eh bien, ces espoirs nés de ce nouvel ordre international l'ont emporté sur le réel, sur le réalisme, sur les affres du pouvoir brut. Et il a fallu l'arrivée au pouvoir par les urnes, pour la deuxième fois, d'un personnage dont il est difficile de trouver le bon objectif, sauf à en utiliser plusieurs, à la fois, alors, pêle-mêle, dangereux, mafieux, menteur, fasciste. Fasciste, oui, c'est le mot utilisé par l'historien de la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rousseau, très récemment. Et il a fallu que les ressorts de la déconsolidation démocratique étreignent en fait la première puissance au monde pour que là, les défenseurs de la démocratie libérale sortent de leur torpeur, alors que les lanceurs d'alerte, on l'a vu en introduction, les historiens, les politistes, les constitutionnalistes, les internationalistes avaient écrit, avaient dénoncé, avaient alerté depuis le milieu des années 90. Alors, désormais, comment aborder l'avenir ? Doit-on considérer que les normes, les institutions et la jurisprudence, rapidement présentées, très rapidement présentées devant vous aujourd'hui, vont suffire à enrayer la mécanique du délitement ? Si certains effets positifs peuvent être référencés avec précision dans chaque continent et dans chaque pays, les analyses évidemment doivent être beaucoup plus fines et méritent du temps, il y a eu aussi des échecs absolument retentissants. Et on se rend compte que le clair-obscur ne cesse d'être omniprésent. Les normes démocratiques ad hoc, adoptées en Afrique, en Amérique latine, avec leurs mécanismes de défense collective, n'ont pas pu empêcher la recrudescence des coups d'État, n'ont pas pu empêcher la mise en place de manipulations constitutionnelles au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Rwanda, en Tanzanie. Et si l'Union africaine, par exemple, a exclu très récemment 4 pays où des coups d'État ont eu lieu, Burkina Faso, Guinée, Mali, Soudan, en revanche, pour les manipulations constitutionnelles au Rwanda, au Bénin, en Tunisie, l'Union africaine n'a pas réagi à travers le Conseil de paix et de sécurité. La Cour africaine a pris sa part. Elle a démontré toute la mécanique. Mais dans la foulée, le Bénin de Patrice Talon et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara ont immédiatement dénoncé la juridiction de la Cour africaine. En Amérique latine, si l'Organisation des États américains a réussi à soutenir, dans le cadre de crises ponctuelles, soutenir la démocratie, elle n'a pas du tout réussi à le faire sur le temps long, quand ces crises se sont éternisées, qu'elles se sont inscrites sur le temps long. Et les 2 exemples emblématiques qui ont généré une littérature sans fin dans la doctrine latino-américaine, je me suis d'ailleurs noyée dans cette littérature latino-américaine, les cas vénézuéliens et nicaraguayens le montrent.
Le Venezuela a le premier dénoncé la Convention américaine en 2012 et ensuite son appartenance à l'organisation panaméricaine. Idem pour le Nicaragua, qui a dénoncé son appartenance à l'organisation de l'OEA. En Europe, si l'institution phare de défense de la démocratie, la Commission de Venise, a réussi à contenir les effets délétères du délitement démocratique, elle n'a pas pu du tout les éviter. Si l'organisation du Conseil de l'Europe a accepté la Russie dans le Conseil de l'Europe, elle n'a rien pu faire ou elle n'a pas voulu faire pour être plus ferme pendant des années à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le dialogue au sein de la Commission de Venise et des États illibéraux, c'est plus un dialogue, c'est un dialogue de sourds. Il est devenu extrêmement difficile, car les acteurs ne sont plus de bonne foi. Sans acteurs de bonne foi, comment appréhender? Est-ce que le droit, là, est suffisant? Donc, l'heure doit être impérativement au réalisme et oserais-je dire, oui, à la résistance. Car pour l'heure, les organisations régionales décrites sont encore majoritairement composées d'États libéraux. Et pour combien de temps? Parce que si la mécanique illibérale et autoritaire l'emporte conceptuellement et quantitativement par la force du nombre des États autoritaires, alors est-ce que ces organisations régionales le seront encore libérales dans quelques années? Alors pour que l'avenir soit à l'image de ce très beau paysage, splendide, serein, de ma région, il convient de faire en sorte que la mémoire ne soit pas sélective. Alors contemplons ce qui nous ramène à l'histoire et à ses affres. C'est le Pays basque, pour ceux qui ne l'auraient pas éventuellement reconnu. Contemplons l'image de ce mémorial, récemment découvert à l'occasion d'une balade le long de la côte. Ce mémorial érigé dans une petite commune du Pays basque, en l'honneur d'un très jeune résistant, un résistant pêcheur de 18 ans, un basque, qui devant l'arrivée du nazisme, eh bien, a tout laissé tomber et parti pour résister. Contemplons ces stèles très puissantes, créées dans le style du Pays basque, où chacune des petites stèles fait référence aux affres et aux massacres qui se sont déroulés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Regardons-les et n'oublions pas. Il faut donc continuer à décrypter, analyser de façon critique le fonctionnement de ces organisations régionales pour mieux alerter si, d'aventure, les stratégies d'entrisme illibéral prenaient le dessus au sein de ces organisations régionales. N'oublions jamais que le droit n'est qu'un moyen. Et rappelons ici très fort ce point. Et pour que le vecteur d'un ordre démocratique, pacifique et pacifié, il faut que tous les acteurs politiques et judiciaires, mais aussi évidemment chaque individu, soit arrimé à des idéaux. Chaque individu, j'ai bien dit aussi, chaque individu soit arrimé à des idéaux. Ceux encore et toujours de la Déclaration universelle que je découvre au sein du Pays basque. Le Pays basque est une région à une identité très forte. Et au sein de cette région, à l'identité culturelle, architecturale, très forte, vous découvrez l'universel, près de la mer. Ça, c'est absolument somptueux. Donc, cette stèle, en plein cœur de la nature splendide du Pays basque, devrait être constamment notre boussole à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre attention.